Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux et nombreux chez Caribe ce soir. On est extrêmement heureux d'accueillir Philippe Curval à l'occasion de la parution d'un recueil qui est à la fois une somme et une actualisation magnifique, un recueil de nouvelles. On est bien seul dans l'univers, paru à la Volte. 21 nouvelles, dont une totalement inédite. Et les autres, certaines étaient dans des recueils épuisés depuis longtemps, d'autres étaient disponibles, mais dans des éditions beaucoup moins belles que celles de la Volte, il faut le dire. Voilà, je le dis maintenant parce que sinon on va croire que je fais de la publicité pour la Volte toute la soirée, mais je tiens quand même à le dire maintenant. Je suis épaté par le travail de réédition que fait la Volte, au point que moi-même, qui suis pas très attaché normalement je l'avoue, à l'objet livre, en fait, j'en rachète régulièrement parce que ils sont vraiment magnifiques, quoi. Alors que je les ai déjà par ailleurs dans d'autres collections plus, comment dire, banales. Je suis donc très heureux d'accueillir chez Caribe ce soir Philippe Curval. Alors Philippe Curval, je suis pas sûr que ce soit utile de le présenter pour tout le monde. J'ai quand même essayé de le faire en deux mots. Je comptais sur Simon Bréant, un brillant universitaire qui a fait il y a quelques années un travail que je vous recommande vraiment, qui s'appelle La science-fiction en France, théorie et histoire d'une littérature, qui, comme tous les travaux universitaires tentant de s'attaquer à l'objet science-fiction, est truffé de défauts, mais néanmoins absolument magnifique. Et vraiment, c'est un livre qui mérite la lecture, que l'on soit simple amateur ou spécialiste, comme il y en a un certain nombre dans la salle ce soir. Je vais rajouter quand même que sur Res Futurae, qui est son site, il a quand même fait un numéro spécial de 140 pages sur moi. Enfin, sur mes œuvres, plutôt. Oui, puis, donc ça vaut la peine d'être visité. Et Res Futurae, plein d'autres choses sur la science-fiction. Res Futurae qui s'attaque doucement à ce manque qu'on a en France de focalisation et synthèse universitaire en fait sur l'objet science-fiction. On n'a pas l'équivalent de science fiction studies aux États-Unis. Ils sont en relation avec. On est déjà en train de partir dans le vif du débat, mais donc Philippe Curval, en se penchant sur donc ces 21 nouvelles qui ont été écrites, écrites, je ne sais pas, publiées en tout cas pour la première fois entre 1975 et 2017, là, c'est vrai que c'est un peu quelque chose d'unique. Là, ça risque en filigrane de trahir un peu l'âge de Philippe Curval, puisque on a là une vue en coupe, non pas d'une ville malade du tout, mais de 40 ans et quelques de science-fiction française. Et c'est assez phénoménal de voir la façon dont des thématiques sont parcourues, se transforment, sont au contraire récurrentes, résilientes presque, gardent leur importance. Et je trouve que c'est assez fascinant de voir, surtout sur la forme courte, dont on sait, je pense, et la plupart des lecteurs de science-fiction ou des lectrices de science-fiction ici seront d'accord, c'est peut-être la forme courte qui permet le plus la synthèse entre l'écriture d'idées, qu'est normalement et le plus souvent la science-fiction, et la forme, le style, l'écriture elle-même au sens poétique du terme, où la synthèse est généralement plus violente et plus pertinente que dans des romans qui se donne d'autres trucs. On va en parler, je pense que c'est un des objets ce soir, c'est quand même de parler de nouvelles, mais qui est parfois un peu, et on peut le redire, l'âme de la SF, même si évidemment, comme tout le monde ici, j'adore les grands romans de science-fiction. Donc je comptais donc sur Simon Bréant qui n'est pas là puisqu'il est Dominique malade. Non mais bon, d'un autre côté, je vais pas faire une présentation. Ce qu'il faut retenir, c'est compliqué. D'abord, je vais faire une chose, c'est de vous renvoyer, si vous ne l'avez pas déjà dans votre bibliothèque, il faut absolument que vous procuriez Clameur, Portrait volté, une série d'entretiens conduits par Monsieur Bonvalot, sur les 7 auteurs... Combalot, pardon. Pourquoi je dis Bonvalot? Combalot, voilà. Richard Combalot, sur les 7 auteurs français de la Volte, qui sont des entretiens particulièrement intéressants parce qu'ils se donnent le temps de creuser les choses, et que c'est un des grands intervieweurs qui fait son travail à la maison, c'est-à-dire qu'il lit avant de conduire ses interviews ce qui a été déjà fait, en fait, écrit, dit avant, ce qui lui permet de ne pas réinventer la roue à chaque fois, comme je risque de le faire ce soir, parce que moi avant je n'ai pas la conscience professionnelle, évidemment, d'un Richard Combalot. Vous l'avez deviné. Donc Philippe Curval,
Moi, je l'ai découvert, comme beaucoup de gens, du côté de 1975, hein, enfin en fait un peu plus tard, parce que j'étais encore jeune en 1975, du côté de 1977 pour être tout à fait honnête, avec des romans extraordinaires, qui sont maintenant voilà, repris dans une intégrale très belle, sous le titre L'Europe après la pluie. L'Europe après la pluie, et dans lesquelles on va retrouver donc cette chère humanité particulièrement. Alors, moi j'ai découvert La Forteresse de Coton qui était paru avant, mais j'ai découvert après, Ouais. comme beaucoup de gens. Et je profiterai de l'occasion ce soir pour faire signer discrètement mon exemplaire de La Forteresse de Coton. Je tiens à le dire, parce qu'on parlait tout à l'heure un peu de ce fétichisme de collectionneur d'éditions anciennes qu'il peut y avoir chez quelques fans de science-fiction et ailleurs. En tout cas, Philippe Curval a une position qui est assez unique, parce que au-delà de ce dont on va parler principalement ce soir, donc du talent et de l'art de l'écrivain, c'est quelqu'un qui a été aussi un militant extraordinairement actif pour la reconnaissance de la science-fiction, pour le statut de la science-fiction, et pas dans une position, je dirais, en disant oui, on est un super ghetto, il faudrait que tout le monde aime notre ghetto, mais en disant non, la science-fiction, c'est de toute façon une branche majeure de la littérature, c'est une branche qui est la seule à pouvoir faire certaines des choses qu'elle peut faire, et ça mérite effectivement un respect qu'elle n'a pas toujours, mais qui ne nécessite pas nécessairement qu'on soit dans le... En tout cas, c'est la perception de ce que j'ai pu lire en termes de critique, y compris sur le blog de Philippe Curval, vis-à-vis de la littérature blanche. Ça ne nécessite pas non plus qu'on soit dans l'hystérie combattante en disant tout ce qui vient du blanc est mal. Non, ce qui était le cas au début. Voilà, ce qui est parfois un travers que l'on peut avoir dans notre champ science-fictif. Ce soir, on voulait surtout parler de nouvelles. Ouais. On voulait aussi lire quelques extraits. Alors, c'est toujours un peu délicat de lire des extraits de nouvelles parce que l'art de la chute est pas le seul dans la nouvelle, bien entendu. Toutes les nouvelles sont pas des nouvelles à chute, mais ça joue quand même souvent un rôle. Et donc, c'est évidemment délicat à manier. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, fondamentalement, j'ai débuté toujours avec la nouvelle à chute, parce que finalement, quand est arrivée la science-fiction sous ce terme en France, alors qu'on en écrivait déjà auparavant, toutes les nouvelles étaient des nouvelles à chute, c'est-à-dire que on détournait complètement l'attention du lecteur vers d'autres horizons, et tout d'un coup, brusquement, il y avait un renversement de la situation qui donnait un impact certain à la nouvelle. Bon, dans l'ensemble, quand même, la plupart du temps, je cherche toujours à avoir une chute, puisque très souvent, je conçois la chute avant la nouvelle. Alors, c'est pour ça que je tiens, dans l'ensemble, la plupart du temps, il y a quand même 80% de chute. Bon, enfin, de chute, ça ne veut pas dire qu'elle tombe par terre, mais enfin, c'est autre chose. Bon, alors, la nouvelle, pour moi, c'est quand même quelque chose d'essentiel, en ce sens que c'est par là que la science-fiction a débuté. Enfin, sous ce terme-là, parce que finalement, bon, évidemment, Wells a écrit aussi des nouvelles, Maurice Renard a aussi écrit des nouvelles auparavant, mais dans l'ensemble, avant que la science-fiction sous ce terme arrive en France, c'était surtout des romans, ça soit que de René Hidé, de Verne, de Spitz, etc. Donc, finalement, l'arrivée des premières revues en France, Galaxy et Fiction, nous a donné complètement le sens de ce que pouvait être la science-fiction, parce que finalement, ça permet quand même d'apporter des idées totalement neuves et qui sont plus faciles à résoudre que dans un roman où on est obligé effectivement de se développer avec des personnages autour, etc. Tandis que dans la nouvelle, en général, le personnage est avant tout un porteur d'idées. C'est-à-dire que c'est lui, finalement, qui est psychologiquement, bon, il existe peut-être, mais enfin, avant tout, ce qui compte, c'est l'avancée à travers l'aventure ou le récit, fait que c'est à travers lui qu'on va comprendre quel est le monde dans lequel on vit, pourquoi il est là, et comment se termine son existence, ou au contraire, comment il la poursuit. Hein, ça d'une manière générale. Alors l'avantage de ça, c'est que on peut, en quelques mots, on peut faire des nouvelles ultra courtes de 4 pages, de 2 pages, même d'une page, ou au contraire faire des débuts de novella quand on a besoin de développer un sujet plus important, et surtout quand tout d'un coup s'impose le fait que si on n'amène pas un peu de substance humaine dans certains récits,
on n'obtient pas une adhésion immédiate du lecteur. Parce que finalement, bon, tout le problème de la science-fiction, c'est qu'on plonge dès le départ le lecteur dans un monde qu'il ne connaît pas, où tout lui semble absolument différent. Enfin, dans la plupart des cas, dans certaines nouvelles de ce recueil, au contraire, on est complètement dans la vie courante. Et c'est petit à petit que la science-fiction s'introduit et que les choses évoluent et que donc c'est aussi une manière de faire une nouvelle de science-fiction qui n'était pas tellement l'évidence au départ et qui aujourd'hui quand même devient de plus en plus normale, c'est-à-dire qu'on introduit de plus en plus la vie humaine dans la nouvelle de la science-fiction. C'est une des principales évolutions, je pense, qui s'est produite. C'est une des choses frappantes d'ailleurs dans le recueil. Alors juste au passage, en extrayant 21 nouvelles donc sur plus de 140, Oui. La lectrice ou le lecteur naïf comme moi se posera certainement la question en disant est-ce que c'est un échantillon représentatif ou est-ce que là l'art de l'anthologiste et puis les propres préoccupations de l'anthologiste, donc Richard Combalot à nouveau, oriente en fait le recueil vers dans une certaine direction. Ce qui est frappant, en tout cas au plan du ton, des registres et des stylistiques utilisées, c'est que enfin moi en tout cas j'ai eu le sentiment en parcourant ce recueil, donc certaines nouvelles je les connaissais, d'autres non, parce que j'avais pas lu toutes les nouvelles de Philippe Curval, même au fil des années. Ouais, je sais, c'est pas bien, je vois l'éditeur qui me fait des gros yeux, mais ce qui est vraiment frappant, c'est que moi j'ai eu le sentiment que, alors, les formes utilisées, voilà, et on parle bien de nouvelles, les plus longues vont aller vers les 40 pages, il y en a qui font 3 pages, 4. La variété est incroyable et pour moi donne vraiment le sentiment que une des difficultés pour des lectrices ou des lecteurs de science-fiction profanes ou qui démarrent, c'est l'impression que c'est foisonnant, ça part dans tous les sens, que justement on est en 2017, on n'est pas en 1951 quand finalement les objets science-fictifs étaient quand même relativement restreints en nombre avec des thématiques balisables et que ça a foisonné dans tous les sens. Il y a eu plein de choses qui sont passées dans les années 60, il y a eu ensuite des revivals, des gens qui ont repris des choses anciennes pour en faire autre chose. Donc c'est extrêmement foisonnant, enfin extrêmement varié et parfois dur à appréhender. Et ce recueil en fait fournit vraiment 21 angles d'entrée, d'appréhension sur une forme. Il y a des choses qui sont de l'ordre du songe, de la méditation, il y a des choses qui sont de l'ordre du monologue, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'obsession qui demandent à qu'à sortir. Enfin, c'est vraiment assez fascinant de voir cette espèce voilà, de tranche en fait qui coupe dans la matière même de la SF, sans même parler des thématiques, mais en tout cas en termes d'écriture. Oui, d'ailleurs, c'était l'intérêt de la chose, c'est de présenter un peu tout ce que j'avais écrit à travers le temps. Et surtout, comme on a mélangé d'une manière un peu complexe avec Mathias les nouvelles de façon à ce qu'il y ait des rebondissements, plutôt que de faire quelque chose de séquentiel, en ce sens que on part de nouvelles très faciles et de plus en plus difficiles, ou au contraire des nouvelles qui parlent vraiment d'espace et puis après on régule vers la terre. Au contraire, on a voulu faire un brassage et surtout à travers ce brassage montrer les différents types d'écriture. Parce que bon, il faut bien dire que dans ces nouvelles, il y a de la pure science-fiction, il y a de la spéculative fiction, il y a du fantastique, il n'y a pas de fantaisie. C'est la seule chose. Mais ce qui était intéressant, justement, c'était de composer avec beaucoup de difficultés, parce que, bon, il y a des quantités de nouvelles là-dedans qui n'y sont pas et qui, personnellement, me plaisent infiniment, mais enfin, ça n'est pas extrêmement grave. Il y aura un tome 2. Ouais. Et ce qui est important, c'est justement, donc, cette espèce de rebondissement qui se passe à travers ces nouvelles, dont certaines sont extrêmement rigoureuses sur le plan de la science-fiction, avec évidemment on pénètre dans un monde totalement différent, le personnage va dérouler l'histoire à travers l'idée qu'elle porte, et finalement à la fin il y a une chute. Et ça peut être aussi au contraire quelque chose de complètement parti vers le surréalisme, où vraiment j'ai quand même été très influencé dans ma jeunesse, et je m'en suis détaché parce que finalement c'était pas exactement ce que je voulais, puisque André Breton ne voulait pas qu'on écrive des romans ni qu'on écrive des nouvelles. Donc finalement, ce qui était intéressant, c'était pouvoir justement de faire enfin, à partir de systèmes de surréalisme, même d'écriture automatique, chose que j'emploie très souvent,
arriver à faire justement des nouvelles qui changent complètement de ce que avait décrit Breton et ses amis. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est de montrer à travers ce recueil toutes les facettes dont on peut disposer. Aussi bien déjà si on adopte la troisième personne du singulier, si on adopte l'imparfait, si on adopte le présent, à chaque fois on part dans un système différent, et en partant d'un système différent, on obtient une réaction différente de la part du lecteur, parce que si on est un je, le jeu est assez délicat parce que il ne permet pas justement de faire du héros le porteur de l'histoire, parce que finalement il est complètement intégré au récit, et donc il ne peut pas avoir une distance par rapport à l'histoire qui se déroule autour de lui. Tandis que la troisième personne, évidemment, il y a toujours ce système de l'écrivain qui est quand même toujours présent et qui permet au lecteur de rentrer, parce que par des incidences qui ne sont pas évidemment comme on le faisait au XIXe siècle, où vraiment tout d'un coup l'auteur s'insérait dans le récit et commençait à dire voilà pourquoi ça se passe de cette façon ou non. Non, ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Par ailleurs aussi, ce qui est très important dans une nouvelle, il faut éviter le maximum des explications. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'histoire se déroule et qu'elle passe à travers l'esprit des gens sans qu'ils aient un moment 4 pages dans lequel on puisse expliquer pourquoi c'est ainsi. Aussi. Voilà. Non, je veux dire, c'est vrai que c'est un des pièges de la littérature générale et de la science-fiction en particulier, c'est les tombereaux d'explications. Alors qu'un des charmes de la belle et de la bonne science-fiction, c'est justement cet art de l'ellipse qui fait reposer, bien entendu, une partie du travail sur le lecteur et sur le corpus. Et c'est une des choses, je pense, qui différencie d'ailleurs la science-fiction sur le fond. Et ça, tout le monde, je pense, le sait, c'est qu'il y a un corpus et que, bien entendu, pour prendre un des exemples les plus communs, les plus souvent cités, il n'y en a pas un dans le recueil, mais enfin, si En cible était mentionné, il n'y aurait pas une note de bas de page, enfin, non, du Dieu merci, enfin, et on est vraiment dans ce cas. Et moi, je trouvais, alors, on lira peut-être quelques extraits, enfin, pas trop nombreux, pour pas, mais il y a vraiment des moments où même à l'intérieur de la même nouvelle, on contraste entre des choses qui sont une entrée en matière assez classique finalement de science-fiction, et tout à coup on bascule dans complètement autre chose. Et je pensais notamment à cette nouvelle de 2013 qui est Cuisine Kidzin, donc une des plus récentes du recueil, qui démarre en fait par, je vais dire juste le début, si ça convient. Et en revanche, et là ce sera un léger spoiler, mais te demander ensuite Philippe de lire ce passage-là, parce qu'il y a autre chose qui s'y passe. Enfin en tout cas ça démarre par à peine débarqué sur Kidzin que je me refusais, selon mes principes, à toute compromission. Il fallait que je m'immerge dans la foule, que je parcours librement la ville pour la flairer, sentir dans quel milieu je me déplaçais. Car j'avais tellement souffert du poids de l'administration, dont l'art de briser toute initiative ne permet jamais de mener à bien une véritable investigation sociologique, que je ne voulais pas subir une fois de plus son mode opératoire. Une erreur dont j'ai si souvent payé le prix. L'essentiel, surtout le plus difficile lorsqu'on désire vivre sur cette planète, c'est de s'habituer à porter la trieude. J'avais tenté de m'en priver, mais j'ai dû m'incliner, me plier à la contrainte. Pourquoi n'ai-je pas suivi les conseils de Patterson? Il m'a pourtant prévenu quand je lui ai fait part de mon intention. Si tu essayes de passer à l'as, tu risques fort de ne pas rester plus d'une semaine sur Kidzin, à moins que tu ne sois mort avant l'anglaise. Bien que je sois sexe masculin, peu enclin à l'homosexualité, c'est par ce surnom que m'appelaient mes plus vieux amis. Dont Patterson, qui m'alertait à juste titre. Ici, la pression de la population est si prégnante qu'il est douloureux moralement, dangereux physiquement, de vouloir lutter contre cette coutume qui remonte à la nuit des temps. Nuit des temps, je ne plaisante pas avec ce lieu commun, car si la technologie a peu évolué sur Kidzin, les mœurs sont chargées d'une histoire si ancienne qu'elle date de plusieurs milliers d'années. C'est une civilisation mi-rurale, mystique, dont les arcanes n'ont pas livré tous leurs secrets aux ethnologues réputés qui ont essayé de les décrypter. Moi, jeune ambitieux, spécialisé dans l'étude des religions, j'avais décidé de les percer. Voilà. C'est un peu plus loin dans la nouvelle, pardon. Qui suis-je? Notre premier missionnaire auprès des infidèles qui veulent s'implanter sur notre planète. Vous avez consommé les 3 espèces, le cœur, le vide et l'horizon, grâce auxquels vous convertirez les terriens par la communion des sens. Ces mots s'incrustèrent dans mon esprit sans que je puisse m'y opposer. Ils m'obnubilaient. Litanie qu'on répète inlassablement comme ces airs à succès qui vous imprègnent au cours de votre jeunesse et qu'on chantonne d'une façon obsessionnelle.
Je ne comprenais pas exactement les phrases que je prononçais, un peu comme les prières que de rares croyants persistent encore à adresser à un Dieu unique sur ma planète d'origine. Mais celle qui me hantait me semblait forte d'une vérité incontestable. L'enseignement d'Isgish s'exprimait à travers un rite d'initiation par la nourriture. Ce repas m'avait conduit à la révélation. Missionnaire de la pensée universelle, j'allais apporter la bonne parole auprès de mes frères terriens, les ramener vers le présent dont ils avaient oublié l'importance, perdus entre le passé et le futur. Bon, c'est une nouvelle d'ailleurs qui est assez intéressante parce qu'elle exprime des choses qui reviennent très souvent dans mon écriture, c'est-à-dire la passion de la nourriture et de la sensualité d'une manière générale. Et des cinq sens. Oui, des cinq sens. Donc là, c'est une histoire assez intéressante parce que finalement, c'est basé sur un... si je vous dévoile le tout, ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est basé sur le fait que la nourriture est fondamentalement un des moteurs de cette civilisation. C'est par cette nourriture qu'ils existent, qu'ils se transforment, qu'ils se combattent, parce qu'il y a des adversaires et il y a plusieurs sectes qui se combattent, mais tout ça autour de la nourriture, ce qui fait qu'il y a un entraînement assez particulier dans cette nouvelle qui amène justement à une chute assez cruelle. Ce qui est saisissant, et c'est ça qui fait, je trouve, la force des nouvelles réussies, c'est que là, on parle de 20 pages. Hein, et en 20 pages, on pénètre vraiment de façon très directe dans un univers. Au départ, bon, c'était le tout début de la nouvelle que j'ai lu. Donc voilà, un terrien, un sociologue, il est sur une planète qui est différente. Et puis paf, 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 en 4 ou 5 mouvements, en fait, on se retrouve dans quelque chose. On a l'impression que vient de se dérouler 250 pages de récit. Et ça, c'est la puissance, des nouvelles, quoi. Enfin, je pense. Quand elles sont réussies, ce qui est le cas, et je vais dire, parce qu'il faut que chacun puisse ensuite avoir son regard critique, on va dire de 95% des 21 nouvelles. Oui. Il y en a peut-être une ou deux qui sont un peu moins bonnes, ça serait quand même normal. Oui. Non, il y en a une que moi j'aime pas trop, mais bon, je dirais pas laquelle. Mais voilà, et moi j'ai beaucoup aimé cette nouvelle, et en plus j'étais frappé puisque je découvrais au fur et à mesure en lisant, parce que c'est une nouvelle toute récente, quoi, donc qui a été écrite il y a 4 ans, et qui a cette puissance de feu, je veux dire, oui, en plus le feu joue un peu un rôle, enfin, mais et qui est donc un de ces thèmes. Voilà, et je voulais dire tout à l'heure, moi je ne sais pas, les thèmes qui m'ont le plus frappé par ce qui se dégage des 21 nouvelles, qui parcourent vraiment pour moi presque tous les thèmes de science-fiction. C'est-à-dire, si on se référait par exemple à la grande anthologie de la science-fiction de Gérard Klein et Jacques Guamard, quasiment tous les thèmes vont être présents dans ces 21 nouvelles. Mais il y en a quelques-uns qui sortent plus que les autres, et ça, je ne sais pas si ça vient de Philippe Turval ou si ça vient de Richard Camballo. Donc sur les 5 sens, la sensualité, le plaisir, de la nourriture, de l'oreille, du toucher, on subodore que ça vient ça plus de Philippe Turval. Enfin, oui, plus. Mais enfin, bon, de toute façon, dans la plupart des nouvelles, il y a toujours une petite partie dans laquelle soit il y a des relations sexuelles, soit il y a des rapports à la nourriture. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que le temps avance, on peut pas découvrir là parce que c'est pas chronologique, mais si on met les nouvelles d'une manière chronologique, on s'aperçoit que plus ça avance, plus la sensualité, plus la nourriture, enfin tout l'apport des 5 sens prend une importance de plus en plus grande au fur et à mesure de mon écriture. Alors, j'ai relu quelques nouvelles ce matin, d'ailleurs, pour pouvoir vous en parler, et j'ai été tout à fait étonné de voir que les nouvelles de la fin, que vous ne verrez pas, si elles sont datées à la fin, donc on peut voir à quelles époques elles ont été écrites. Moi, je suis un pervers, je les ai remarquées toutes avec leur date et tout. Et j'ai remarqué que finalement, au début, j'avais quand même une espèce de rationalité, c'est-à-dire que la nouvelle était composée, et progressive, et d'une manière assez structurée. Et puis au fur et à mesure, et surtout les dernières depuis 2000, depuis l'année 2000, les nouvelles que j'écris font état d'une chose particulière, c'est que en permanence, je cherche à désorienter le lecteur. C'est-à-dire qu'au moment où il croit qu'il va enfin comprendre ce qui se passe, à ce moment-là, j'amène des éléments qui sont complètement différents, qui font que tout d'un coup, ils sont projetés ailleurs et ils restent tout le temps restant dans le même milieu.
Et même moi, finalement, j'ai été désorienté par la propre écriture. Donc, en particulier, la nouvelle qui s'intitule non pas ça. Moi, j'avais été frappé par l'homme qui s'arrêta Ah oui, l'homme qui s'arrête, ouais, oui. dans cette façon de déstabiliser le lecteur lorsqu'il se passe. Non, c'était voilà, oui, de la nouvelle que j'ai publiée dans Bifrost, c'était comment elle s'appelle? On va pas perdre son temps. Mais si, dis-le, Dominique. C'est pas grave, donc je ne peux pas le suivre. Dominique va nous le dire. Non. Mais ben voilà. Dans Bifrost. Oui, oui, c'est Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour. Donc j'ai lu Parlez-moi d'amour et j'ai été assez désorienté par la propre écriture parce que finalement, à certains moments, je me suis surpris moi-même parce que finalement, bon, en écrivant 140 nouvelles depuis 50 et quelques années, il y en a certaines dont j'ai oublié un peu la teneur. Bon, finalement, ce qui est intéressant quand même, justement, dans ce recueil, et je crois qu'on l'a composé assez bien pour justement faire une évolution progressive avec des sautes d'humeur, des sautes de thèmes. Bon, il y a un thème qui revient énormément chez moi. D'ailleurs, j'ai écrit un recueil qui s'appelle Regarde fiston, s'il y a un extraterrestre derrière la bouteille de vin, qui est quand même le thème de l'extraterrestre. Parce que l'extraterrestre est un moteur essentiel de la nouvelle, en ce sens qu'il permet de transposer l'être humain en quelqu'un de différent, de lui donner certaines caractéristiques que nous n'avons pas et que nous avons peut-être en secret, et de les faire monter de façon à ce qu'on voit toutes les facettes de l'être humain à travers les extraterrestres qui amènent, évidemment, par leur présence, du fait qu'ils sont étrangers, ce rapport à l'autre que nous avons tant de mal à gérer. Et je crois que c'est ça qui est important, finalement, dans beaucoup de mes nouvelles. C'est une question qui me passionne, c'est comment se parler, comment se comprendre, comment être ensemble en dehors de la télépathie. Alors, la télépathie, il y a une nouvelle quand même qui en est pas loin, mais enfin, évidemment, c'est un thème extrêmement difficile à traiter, en ce sens que personne ne peut avoir une expérience télépathique, puisque finalement, on est tous les uns les autres avec nos cerveaux séparés, et que l'échange qui se produit est un échange purement linguistique. Il peut être aussi sexuel ou sensuel ou simplement dans le langage, mais finalement chacun reste dans ses positions intimes, quelle que soit l'expérience qu'on ait pu trouver. Et je crois que c'est une grande obsession à travers toutes mes nouvelles. On retrouve beaucoup, par les extraterrestres, cette tentative de communication qui me tient beaucoup à cœur. Mais je trouve aussi que dans ces nouvelles, tu joues beaucoup avec la figure de l'extraterrestre, justement, parce que oui, tu l'utilises d'une façon faussement classique, et puis en fait, ensuite, il y a des twists, parce que l'extraterrestre n'est pas toujours celui qu'on pense, ou n'est pas... parfois, on est toujours l'extraterrestre de quelqu'un, enfin... et donc, sur cette question, effectivement, de la communication, du contact, de c'est quoi la possibilité, des nouvelles qui font 15 pages ou des nouvelles qui font 35 pages, sont pleines de retournements, de situations, même celles qui annoncent le plus leur programme, enfin notamment celles dont le titre est Regarde fiston s'il n'y a pas un extraterrestre derrière la bouteille de vin. Elle est quand même très programmatique. Hein. À la deuxième page, le père demande effectivement au fiston de regarder s'il n'y a pas un extraterrestre derrière la bouteille de vin. C'est pas une blague. Enfin, et en fait, il y a un extraterrestre derrière la bouteille de vin, gros spoil, mais enfin c'est à la page 2. Donc, et à partir de ça, ce que Philippe Turval en fait, c'est-à-dire de plonger tout à coup dans une espèce de... Et en plus, ça se passe en pleine jungle guyanaise, où on oscille, y compris dans le récit, on oscille entre la perspective de Kourou qui plane comme un truc qui est non dit, mais qui est très très présent, et puis qu'on est sur des sentiers où on se taille le chemin à la machette pour aller vers une espèce de vieille concession pourrie où les planches sont toutes vermoulues, et les deux sont là, quoi. Ouais, mais c'est dans une nouvelle qui est toute petite. Bon, c'est quand même une des plus longues. Non, elle est pas si petite que ça. Non, c'est une des plus longues. Bon, d'accord. Enfin, on passe effectivement. Et là, l'extraterrestre, c'est pas du tout un prétexte, mais c'est un révélateur, comme c'est le cas dans beaucoup de nouvelles, comme c'est le cas dans La Cuisine, comme c'est le cas dans... Bon, moi, une de celles que je trouve les plus drôles, mais c'est peut-être parce que
C'est peut-être Cécilane, mais parce que je trouve que c'est celle qui me fait le plus penser à Robert Sheckley, qui est pour Oui. moi un des auteurs de science-fiction les plus drôles, quoi. Enfin, Oui, oui. D'ailleurs, il y a une nouvelle qui est directement inspirée de Robert Sheckley, qui s'appelle Le sourire du chauve, qui était une de mes nouvelles préférées. Euh, je vous la raconte pas non plus, puisque sinon, ça serait dommage. en tout cas, il y a Mais quelqu'un qui donc, manque de se noyer alors qu'il est en séjour au Kenya et tout. voilà. Voilà, Alors, il faut bien dire que d'une manière générale, bon, à partir d'un certain moment, donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai été à peu près partout, sauf en Océanie, et beaucoup de mes nouvelles partent de voyages, se passent dans les endroits où j'ai été, et c'est quelque chose, en Guyane particulièrement, mais enfin dans d'autres pays. Il y a même un recueil de nouvelles que j'ai fait entièrement dans lequel je donne le nom de l'hôtel dans lequel j'étais, où la nouvelle m'a été générée. Après, je ne l'ai pas forcément écrite sur l'endroit, mais l'idée m'est venue, et donc elles vont aussi bien du Cameroun au Népal, etc. Et donc c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est le lieu dans lequel on passe et qui donne une vision aussi particulière de la civilisation, parce que nous, on est plongé dans notre civilisation française bien connue, mais finalement, ce qui donne certainement un ton particulier à certaines de ces nouvelles, c'est le fait qu'elles sont imprégnées de ma vision d'un monde étranger. Et donc ce monde étranger déjà suscite des interrogations toujours par rapport à cette obsession de la communication et surtout à partir de la sensualité par rapport au voyage. C'est-à-dire que moi je suis absolument contre le tourisme et pour le voyage. Le voyage c'est quand même quelque chose qui, dans la plupart des cas, soit parce que j'ai été journaliste, donc j'ai été toujours dans les endroits où personne n'allait jamais, avec des conditions particulières, qui fait que quand même on permet de pénétrer dans un monde. Par exemple, la Guyane, j'y ai été 4 fois, et à chaque fois, donc j'ai fait des tours à travers tout le pays. Ça donne une impression qu'on peut restituer, et que si on n'y a pas été, beaucoup d'écrivains finalement prennent le dictionnaire. Enfin maintenant avec Wikipédia, on peut aller n'importe où, mais je crois qu'on n'a pas le même sentiment en lisant Wikipédia que lorsqu'on a été dans un pays et qu'on peut retraduire sensuellement ce que ce pays vous a produit. Et donc finalement aussi, la science-fiction, c'est un voyage. Et je crois que j'essaie de donner au lecteur la sensation d'un voyage, même si quelquefois c'est statique et que l'histoire se déroule dans un endroit précis. Le goût du voyage doit être perceptible, enfin j'espère, à travers les récits que je fais la plupart du temps. Ou alors, par exemple, quand on est dans des endroits complètement inconnus et qui sont connus. Par exemple, il y a une nouvelle qui a été écrite plusieurs fois, qui s'appelle Adam-Ève, où là, justement, elle a été faite à partir d'un projet que Elisabeth Gilles avait fait sur le fait que la Terre devient totalement verte, et c'était Andrevon qui devait gérer donc cet ensemble de nouvelles. Et donc, naturellement, aucun des trois autres ont traité ce thème. Moi, je l'ai traité absolument, donc c'est quelqu'un qui habite dans une planète entièrement verte. Voilà. Et donc, quand on lira, si vous lisez cette nouvelle, Adam-Ève, vous verrez que elle est profondément différente de tout le reste, parce que elle contient une grande part de moi. Parce que finalement, à travers les romans, bon, il est certain que l'auteur s'investit énormément. Bon, on peut, la plupart des gens, même qui ne lisent que de la littérature générale et qui par hasard lisent un de mes romans de science-fiction, disent on te reconnaît. Donc c'est déjà qu'il y a quelque chose de moi à l'intérieur. Tandis que dans une nouvelle, on peut quand même totalement se mettre en retrait par rapport à sa propre perception du monde et délivrer d'autres inconnus. Et c'est ça qui est intéressant dans la nouvelle, justement, ça permet des expériences diverses et de se renouveler. Parce que finalement, dans un roman, on le conçoit, on le bâtit, on le travaille, c'est une espèce surtout avec le traitement de texte aujourd'hui, c'est pratiquement un travail dans la matière plastique de la littérature dans lequel on peut faire mousser les choses, les radoucir, on peut vraiment, c'est comme une espèce de musique, hein, un roman. C'est un morceau de musique. Tandis qu'une nouvelle, bon, on peut pas dire que c'est une cantate, ni une sonate, ni rien du tout. C'est vraiment une nouvelle littéraire dans laquelle on est complètement happé, si on a réussi, par
un monde différent, mais purement littéraire. Bon. Avant de retourner vers trois autres thèmes qui me semblent très forts hein, et très présents dans cette sélection de 21 nouvelles, et qui sont des thèmes, je dirais, deux d'entre eux classiques, mais qui sont subtilement pervertis ou retournés, en fait, pervertis, ça connote une perversion non, au sens retourné, enfin, dans le recueil. Puis un autre qui me semble moins classique, mais je voulais juste mentionner qu'il y a deux nouvelles qui m'ont étonné, notamment par leur tonalité qui est quand même assez différente du reste, qui sont pour moi un voyage objectif, et puis La vie est courte, la nature hostile et l'homme ridicule. Qui sont des nouvelles qui sont dans cette zone, elles sont à peine de la science-fiction. À peine. On touche du doigt là une marge, une frontière, et elles sont particulièrement intéressantes. Hein. Voilà. Enfin, en réalité, moi j'appelle ça la fiction spéculative, un mot qui ne peut passer nulle part, qu'on ne peut pas imposer, parce que franchement, ça ne fonctionne pas. Mais enfin, ça n'empêche pas que c'est ça. Et effectivement, ce sont deux nouvelles, parce qu'il y a eu une époque où la revue de Beaubourg, qui s'appelait Traverse, sa rédactrice en chef m'avait demandé beaucoup de nouvelles, et donc j'ai écrit plusieurs nouvelles, dont aucune n'est là-dedans, parce que l'éditeur n'en a pas voulu, qui étaient complètement traitées sur l'absurde. C'est des nouvelles sur l'absurde, l'humour, intégralement, qui n'avaient pas de rapport avec la science-fiction, sauf qu'elles étaient biscornues, tordues, complexes, etc. Et ces deux nouvelles, voilà, un voyage objectif, si vous voulez, pour moi, elles partent aussi d'une de mes obsessions, qui est celle de la photo. Bon, j'étais photographe pendant quelques années au début de ma vie, et de toute façon, je continue à faire des photos. Je fais aussi beaucoup de collages, et c'est quelque chose qui m'importe énormément. Parce qu'entre la façon dont vous allez aborder, enfin, maintenant évidemment tout le monde photographie tout, n'importe où, c'est autre chose à une époque où il fallait attendre le développement, voir le résultat. Donc il y avait trois sous-conceptions de la photo, c'est-à-dire ce qu'on avait envie de photographier, donc où on cherchait la vue qu'on avait envie d'enregistrer. Après, il y avait le moment où on photographiait, qui était aussi une autre sensation. Et puis après, il y avait le développement. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de rendre à travers cette nouvelle, c'est-à-dire cette obsession de la découverte de la photo qui, là, va verser vers quelque chose d'assez particulier, parce que il arrivait quelquefois que, malgré les connaissances qu'on pouvait avoir sur la photographie, on se trouvait à la fin devant un ruban de photo blanc, parce qu'on l'avait mal enroulé, et donc quand on sortait la photo, quand on n'avait aucune photo devant soi. Donc c'est un peu à partir de là que ce récit est venu. Mais elle est vraiment magnifique cette nouvelle, elle a une tonalité, voilà, enfin effectivement qui est de cette frange de la science-fiction où Voilà. Et donc tout est dans l'interstice. Enfin, l'autre nouvelle, alors c'est une nouvelle totalement différente. J'étais sur une plage au Mexique et je regardais la mer. Et finalement, au fur et à mesure que je regardais la mer, je regardais l'infini, je regardais le peu de réalité que j'avais par rapport à cette immensité. Et j'ai essayé de traduire justement cette fragilité qu'on peut avoir devant la nature quand on est seul et qu'on est sous un parasol avec une bouteille de bière sur une plage déserte et qu'on regarde le monde devant soi. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'on est vraiment infiniment peu de choses. Et donc, c'est quelque chose que j'ai voulu décrire à travers cette nouvelle. La vie est courte, nature hostile et l'homme ridicule. Ouais, et où le fait de ne pas retrouver l'endroit où on a semi-enterré les bières prend tout à coup une espèce de sens métaphysique. Non mais c'est énorme, enfin, parce que pour arriver à rendre ça crédible, en plus c'est une nouvelle qui est courte, celle-là, enfin, et je trouve ça incroyable. Enfin, vraiment, tout est dans l'écriture là. Enfin, d'une manière générale, il faut bien dire que ce qui m'importe beaucoup, c'est quand même l'écriture. Parce que la plupart de ces nouvelles, aussi bien dans le temps où j'ai écrit, par exemple, Cette chère humanité, je raconte toujours cette histoire, mais j'ai écrit 6 manuscrits de 600 pages de Cette chère humanité, que j'ai tapé à la machine moi-même, ça a pris pas mal de temps. Mais donc, évidemment, aujourd'hui, avec l'ordinateur, c'est beaucoup plus facile. Bien que, je crois malgré tout que quand j'ai eu mon premier ordinateur, enfin, mon premier traitement de texte en 1983,
à l'époque où vraiment personne n'en avait, j'ai tout de suite compris qu'il fallait quand même savoir écrire avant d'utiliser un traitement de texte. Parce que bon, c'est tellement facile de se refaire, etc. Tandis que, et surtout, bon, quand on réécrit en permanence le début et que finalement le début est bien meilleur que la fin, puisque comme on a écrit 50 fois le début et une seule fois ou 2 fois la fin, tandis que là, justement, en général, j'utilise le traitement de texte de la même façon que j'utilise la machine à écrire, c'est-à-dire que j'écris la nouvelle d'abord et je la réécris ensuite comme je faisais auparavant, sauf qu'évidemment c'est beaucoup plus facile, mais je crois que c'est absolument essentiel de voir les choses comme ça, parce que sinon il y a une espèce d'appauvrissement du texte, puisque finalement on a soigné le style, soigné l'écriture dans les premières pages, dans les deuxième, troisième, quatrième, puis peu à peu l'écriture devient plus floue, elle est moins prise en main par l'auteur, qui se laisse un peu aller. Je crois que c'est très important de pouvoir écrire une nouvelle d'un seul coup et après de pouvoir la refaire, etc. Et même si c'est assez particulier en ce sens que depuis 1998, chaque fois que j'écris une nouvelle, je fais un petit livre personnel que je diffuse en général à 10 exemplaires, mais en réalité il n'y en a toujours que 1 ou 2 ou 3 parce que ça me fatigue de les faire, c'est compliqué. Parce que je les colle à la main, des fois je les couds, enfin c'est parce que mon grand-père a été relieur, donc je sais le faire, mais enfin c'est quand même assez long. Donc finalement, au lieu de faire 10 exemplaires, je n'en fais que 2 ou 3. Mais très souvent, donc une fois que j'ai terminé, je me rends compte d'abord, il y a quand même pas mal de fautes de coquilles, et à ce moment-là, bon, ben, finalement, le premier, le premier texte paru n'est jamais le bon qui paraît ensuite dans les recueils de nouvelles que je fais, parce que je la réécris entièrement et qu'il y a plein de fautes qui s'en vont et que finalement, quelquefois, la fin est modifiée, le début est modifié, et ça qui m'amuse. Bah, d'ailleurs, il y a certaines nouvelles qui ont été réécrites avec des marqueurs manifestes pour qu'on sache qu'elles ont été réécrites. Oui, Et notamment, regarde Fiston s'il y a un extraterrestre derrière la bouteille oui, de vin, où tout à coup on voit apparaître le bourret, oui, ce qui semble effectivement pas être possible vu l'époque à laquelle elle a été écrite la oui, première fois. voilà. On se dit bien qu'il y a eu actualisation. Mais alors, je voulais, enfin, je passerai rapidement sur un thème que j'ai trouvé quand même très présent, mais qui rejoint la question des 5 sens et de l'appréhension, mais qui est celle de l'appréhension du réel, en fait, par les sens. Mais il y a dans beaucoup de ces nouvelles une question de l'illusion, de la réalité, de par où est-ce que tout ça, est-ce que c'est vrai, enfin, mais passons sur celui-là, parce que le temps nous est compté malgré tout, qu'il y a encore beaucoup de thèmes à voir, enfin deux. Il y en a un en revanche qui m'a surpris, parce il est rampant dans plusieurs nouvelles, et puis évidemment central dans l'une d'entre elles, qui est le thème de l'immortalité, enfin de la prolongation de la vie, voire de l'immortalité en fait. Et c'est dans cette nouvelle de 2003, Au tirage et au grattage, Oui, que j'ai trouvé spectaculaire par ses partis pris qui sont assez rares. Alors, j'ai pas une culture encyclopédique de science-fiction loin de là, hein, mais je trouvais que c'était un des seuls textes que je connaisse avec celui de Joël Deman, Immortalité à vendre, qui traite en fait de l'immortalité avec la notion de pari et où il faut miser, quoi, en fait. Et voilà, je voulais, là, c'était de la curiosité personnelle, en fait, savoir un peu d'où venait cette bah, je nouvelle-là. pense, justement, il y a un petit texte que j'ai fait depuis longtemps, qui est à la fin du recueil, qui s'appelle Écrire. Et donc, justement, dans ce 2 pages que j'ai écrites sur Écrire, j'explique un peu pourquoi, justement, l'immortalité est quelque chose m'obsède. Mais je crois, bon, je n'écris pas pour, comme je l'ai dit là, pour être dans l'immortalité comme 40 académiciens, mais simplement parce que finalement, quand on est écrivain, on se demande ce que vont devenir ses œuvres par la suite, bien que je ne suis pas sûr que ça dure éternellement, mais je l'aimerais. Et donc finalement, c'est quelque chose qui m'obsède et donc à partir de lequel j'ai toujours rêvé. Et à partir de là, donc j'ai écrit ce petit texte qui me justifie un peu ce désir d'immortalité qui est inhérent à la personne humaine. Bien que je commence par quelque chose d'assez symptomatique, en ce sens que
je dis qu'il n'y a que 17% de gens qui souhaitent vivre au-delà de la mort naturelle de l'homme, c'est-à-dire entre 100 et 120 ans. Et quand même, c'est assez bizarre parce que finalement, je ne comprends pas. Et je pense que le fait de vouloir survivre, c'est quand même aussi, ça s'accompagne complètement de l'envie de créer. Je crois que c'est parce qu'on a envie de survivre qu'on a envie de créer, puisque finalement, c'est en créant, non pas des enfants, mais en créant de la littérature ou de la peinture, autre chose, qu'on essaie de survivre et qu'on acquiert une sorte d'immortalité personnelle, même si elle ne dure pas. Tout au long de sa vie, on a l'impression que ça va pouvoir durer. Son écriture. Et c'est dans ce sens que je me sens immortel, c'est par le fait que j'ai écrit quelques œuvres. Bon, je vois par exemple, moi j'ai été un lecteur très attentif et j'ai lu des quantités de livres de littérature générale il y a 70 ans, même 80. Et j'ai remarqué donc qu'à l'époque, si vous voulez, il y avait au dos de tous les ouvrages un nombre d'auteurs considérables qui ne disent rien à personne, mais même aux plus grands bibliothécaires du monde. Et finalement, ça m'a donné quand même une espèce de vision du gouffre que peut atteindre l'auteur quand on voit le nom et le titre de quelqu'un qui a écrit 27 romans dont il ne reste plus rien, dont on ne peut même pas trouver les exemplaires. C'est assez angoissant. Donc c'est là le goût de l'immortalité, il est là à travers cette espèce de désir de créer et en fait, en créant, de penser qu'un jour, dans 17 ans, quelqu'un pourra dans un coin trouver un vieux livre pourri dans lequel il pourra me lire. Voilà. En tout cas, moi, je voulais dire qu'au tirage et au grattage, donc cette nouvelle, enfin l'une des 21 nouvelles les plus magnifiques de ce recueil et mérite presque à elle seule l'acquisition de cet ouvrage. Et je résistais pas quand même effectivement à l'envie de citer les deux dernières phrases de ce écrire parce que en plus, je trouve qu'elle résonne vraiment bien, non seulement avec ce que nous dit Philippe Curval, mais avec ce qui est un peu la science-fiction pour moi. C'est grâce au patient travail de navette entre mon avenir et mon présent, se sont tramés de nouveaux univers en forme de toile d'araignée où se sont englués les souvenirs de réalités profuses, issus de mes rapports avec le quotidien. C'est dans cette dimension de l'imaginaire que je me souhaite immortel. Donc au-delà de l'emploi du mot imaginaire, bon, qui reste toujours un peu discutable, il y a quelque chose de vraiment magnifique dans ces deux phrases qui sont voilà, qui sont les derniers mots de Philippe Curval dans ce recueil, puisque c'est juste avant la postface. Hein. Et du coup, voilà, je voulais parler d'un dernier thème peut-être, hein, parce que, alors tu l'as mentionné au tout début, parce que comme un complément nécessaire, fatal, automatique de la sensualité, mais qui m'a frappé dans une dimension terriblement politique, c'est que il y a une oscillation dans beaucoup de ces nouvelles qui traitent de reproduction et d'amour, du lien entre les deux, entre la reproduction et l'amour, et de la dimension sociale et politique, de la façon dont ça façonne en fait l'univers, la façon dont on choisit de s'accoupler ou de s'aimer. Et je trouve que c'est peut-être la chose qui surgit le plus de ces 21 nouvelles. C'est-à-dire que moi j'ai vécu avec une femme pendant 55 ans qui malheureusement est morte il y a 2 ans. C'était hier l'anniversaire de sa mort. Et il faut bien dire que c'est quelque chose qui est très important pour moi, les rapports entre les êtres. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et particulièrement le couple. Je suis un fervent passionné du couple. Je crois que c'est vraiment, quand on a vécu 55 ans avec quelqu'un et qu'on a partagé une vie absolument exemplaire, parce que finalement, je dois dire que je fais partie des gens extrêmement privilégiés qui n'ont jamais eu véritable de problème dans ma vie. J'ai fait un nombre de métiers considérable, j'ai voyagé dans le monde entier. J'ai eu la femme la plus admirable du monde avec laquelle on a échangé toute notre vie, des dialogues qu'elle disait toujours, c'est dommage qu'on ne nous transcrive pas parce qu'on pourrait faire des pièces de théâtre avec ce qu'on dit. Parce que finalement, apparaissait quelquefois des dissensions extrêmes entre nous alors que ça n'était qu'un jeu. Et donc, c'est quelque chose qui est très important pour moi, le rapport avec l'être qu'on chérit. Bon, évidemment, on a choisi l'un et l'autre de ne pas avoir d'enfants, et c'est pas quelque chose qui me tracasse parce que finalement, je pense qu'il y a beaucoup trop de monde sur Terre. Et là, je suis entièrement d'accord avec Andrevon. Nous étions des adversaires acharnés sur l'écologie depuis toujours, et ces derniers temps, on nous a réunis très souvent ensemble dans des débats, et à chaque fois, on tombe d'accord en disant il y a vraiment trop de monde sur Terre. Et bon, parce que
tout le monde peut reprocher en disant comment vous pouvez dire ça ne se reproduit pas, c'est ignoble, on est fait pour se reproduire, c'est l'être humain, c'est ça. Non, mais la question n'est pas là. La question est que finalement, on ne peut pas éternellement remplir la terre d'individus, et que si je n'existais pas, ça n'aurait aucune importance. Je ne serais pas né. Donc, si quelqu'un ne fait pas d'enfant, il ne fait aucun malheur à personne. L'enfant n'existe pas, et c'est tout. Donc, il n'y a pas de drame absolu dans le fait de ne pas se reproduire. Par contre, dans le fait de s'aimer, il y a quelque chose qui naît et qui, évidemment, est éphémère. C'est le temps d'une vie. Mais c'est quelque chose d'assez grandiose. La vie d'un couple réussi, pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, j'ai déjà l'exemple de mes parents qui ont vécu aussi 60 ans ensemble admirablement. Donc, c'est peut-être ça qui m'a porté vers ce goût du rapport du couple. Et je trouve que finalement, c'est quand même une des plus belles choses de la vie que ce rapport. Alors, je mentionne pour vous, il y a quand même en tout cas 4 nouvelles qui explorent, à mon avis, vraiment cette chose, mais à chaque fois par des angles différents, mais d'une façon à la fois très intime, très puissante, mais aussi très politique, mais au sens où l'intime informe la cité, qui sont donc l'une des toutes premières, hein, Damève en 1975, et également d'ailleurs, donc c'est bien que c'est une préoccupation qui remonte à un certain temps, puisque Passion sous les tropiques, qui est l'autre, pardon, oui, Passion sous les tropiques, je me trompe pas, qui est l'une des plus anciennes également, puisqu'elle est de 1975, mais qu'on va trouver aussi donc dans Parlez-moi d'amour, dans L'Arc tendu du désir, qui est de 1995. Il y a vraiment une prégnance, hein, de cette préoccupation enfin bon, j'aime pas trop le terme, enfin l'idée c'est bien que ça percole dans beaucoup de dimensions en fait, alors que ça part de quelque chose d'assez intime, et donc c'est très beau, voilà. Enfin, et Justement, au point de vue politique, autant dans mes romans, je n'écris pas de politique fiction, mais tous mes romans sont imprégnés vraiment de problèmes politiques. En particulier l'Europe après la pluie, mais dans presque tous les romans, il y a quand même vraiment une densité politique importante parce que c'est quelque chose qui me préoccupe énormément et je suis très attentivement en permanence tout ce qui se passe dans le monde parce que je ne regarde pas tellement la une ou la deux, mais je regarde France 24 ou tu vois, toutes les télévisions qui parlent ou Courrier International, en fait tout ce qui parle d'autre chose que de la France, qui est quand même effrayant, c'est le côté franco-français de la presse française. Et c'est très intéressant de s'intéresser à la politique internationale, parce que c'est à partir de là qu'on peut voir quels sont nos devenirs. C'est pas tellement ce qui se passe en France aujourd'hui qui est important, c'est ce qui se passe partout dans le monde et qui va nous retomber un jour dessus si on ne s'en préoccupe pas. on arrive à peu près vers le bout du temps qu'on s'était donné. Bien entendu, je vous encourage à continuer ensuite autour d'un verre ou plusieurs la discussion avec Philippe Curval de façon plus personnelle, non pas plus intime, mais plus personnelle. Je voulais juste lire, pour conclure, peut-être un tout petit extrait de Canard du doute, donc une nouvelle un petit peu plus ancienne, enfin pas. Oui, qui est paru dans Libération. C'est à une époque. Il y a eu un moment où Libération, quand Antoine Griset s'en occupait, donc il y a très longtemps, chaque semaine, hein, il y avait un grand article de critique sur la science-fiction et une nouvelle. Et donc c'était assez exceptionnel. Et là, quelques années plus tard, je ne me souviens plus du nom de la personne qui avait recueilli, a aussi demandé 7 ou 8 nouvelles dans Libération qui sont parues de science-fiction. Et depuis, en dehors de Frédéric Roussel, qui heureusement est là de temps en temps pour parler, finalement, ce qu'il y a de dramatique, c'est que la presse française ne parle pas de science-fiction. Je racontais dans un entretien là, que j'ai eu récemment pour ActuSF que lorsque la rédactrice en chef du Point m'a demandé de faire un grand papier sur la science-fiction, donc effectivement, j'ai fait un grand papier d'au moins 10 pages dans le Point. Elle m'a dit, c'est la première fois qu'on parle de la science-fiction dans le Point. C'est quand même assez extraordinaire de voir une littérature qui a généré je ne sais pas combien de chefs-d'œuvre. Personne n'en parle dans un magazine, dans un news français. C'est quand même dramatique, quoi. Et donc, voilà. Mais ça va dans ce sens. Donc, Canard du doute, enfin bon, voilà, il y a un virus, hein,
peu importe d'ailleurs la nature du virus, c'est pas le propos, mais en tout cas qui s'attaque aux gens, qui est mortel, qui est assez invasif, mais qui ne tue pas les gens en 24 heures, qui prend un peu de temps. C'est une maladie qui s'appelle le diesel. Voilà, le diesel. Donc c'est voilà. Mais ça n'a aucun rapport avec le diesel. Il y a un temps de latence. Et en fait, à un moment, un remède a été trouvé. Et je vais juste dire un tout petit mot pour pas justement spoiler l'ensemble de la nouvelle. Mais le Peterson, donc un médecin, enfin pardon, pas un médecin, oui, enfin, et un libraire, le cadeau de Peterson s'avérait empoisonné. Quand je déchiffrais Malone meurt de Samuel Beckett, puis Impression d'Afrique de Raymond Roussel, ou enfin Un substance mort de Philippe Dick, je faillis mourir d'une overdose. Impossible de résumer mes tourments, mes abandons, en quelques lignes. Si je n'avais pas mordu, dès mes premiers essais à l'hameçon de la lecture, jamais je n'aurais triomphé de mes doutes et de mes périodes d'accablement. Mais j'étais ferré et me débattais avec l'énergie du désespoir. Plusieurs fois j'atteignis le seuil du suicide. Juliette sut trouver les mots, les attitudes, qui me permirent de surmonter les difficultés. Grâce à elle, j'acquis la certitude que la vraie réalité de l'espèce humaine se situait sur le versant du langage. Sa conquête ne s'obtenait qu'à travers la littérature, par le biais de la fiction. Voilà, je trouvais que c'était bien de finir comme ça, parce que, voilà. En tout cas, merci infiniment, Philippe Curval. Moi, je tiens à le redire, mais je pense que vous en êtes convaincus, aussi bien pour des gens qui sont vraiment familiers du genre science-fictif, quelle qu'en soit la définition, que pour des gens qui voudraient le découvrir. Ce recueil est assez idéal. C'est ce qui en fait également un cadeau idéal. Et donc, n'hésitez pas à en acheter 4 ou 5 chacun pour pouvoir les offrir. Voilà. Et en tout cas, voilà, merci beaucoup, et merci beaucoup, Philippe Curval. Ah, voilà,